Bonjour à tous et à toutes pour ce premier séminaire département, ISPED et INSERM Santé publique. On inaugure l'année avec un titre intéressant pour nous tous et pour les juniors que je vois là et les moins juniors. Donc on accueille pour cette nouvelle année, alors le docteur Claire Rieu, qui est directrice médicale de MSF à Paris et qui va nous parler pendant 30 minutes d'un joli titre que je lui laisserai présenter, la transition dans toutes ses formes pour une ONG humanitaire. Claire Rieu, vous avez vu son petit pitch, sa petite bio. Elle est, alors d'abord c'est une amie, on va d'abord commencer par ça, c'est déjà une amie, elle est hématologue et puis elle est dans le milieu de la santé humanitaire des ONG depuis un certain nombre d'années et puis depuis un peu plus d'1 an, Claire est directrice médicale de MSF, donc on la remercie d'être avec nous. Puis je suis sûr que vous aurez plein de questions, puis après vous pouvez éventuellement la contacter. Je sais qu'il y a des anciens de MSF qui sont parfois dans la salle, qui sont maintenant à l'ISPED, mais on a aussi beaucoup d'anciens de l'ISPED qui sont à MSF aussi. Et puis on a des collaborations qu'on va peut-être concrétiser dans l'année à venir. Donc merci Claire, et puis je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Simone de m'avoir invitée. Merci à toute l'équipe de l'ISPED de me donner cette opportunité pour vous parler de MSF. Je remercie aussi Simone du titre qu'elle m'a proposé parce que c'est son idée, ce qui m'a fait quand même beaucoup cogiter parce que c'est quand même un titre extrêmement large. Donc j'ai essayé de choisir quelques points qui me semblaient importants dans le domaine de la transition. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais peut-être vous rappeler un rapide historique de MSF et où en est l'organisation aujourd'hui pour mieux comprendre aussi les défis auxquels on est confronté et les actions qu'on peut ou pas d'ailleurs mettre en place. Alors Médecins sans frontières a eu 50 ans l'année dernière. Ça s'est vraiment créé dans la suite de la crise du Biafra. Pour les plus jeunes, donc c'était au Nigeria où il y a eu une crise humanitaire avec une famine orchestrée par le gouvernement du Nigeria sur une population, une minorité qui était les Biafra. Il y avait un certain nombre de médecins qui étaient partis avec la Croix-Rouge et la Croix-Rouge avait un droit de réserve. On ne pouvait pas témoigner des exactions ou de ce qu'on voyait. Et donc cette idée est venue, donc dans les fondateurs, un des plus connus est Bernard Kouchner, mais il y a aussi Xavier Emmanuelli, un certain nombre. Ils ont décidé de créer une organisation qui à la fois porterait assistance humanitaire, mais à la fois aurait un devoir de témoigner des différentes exactions ou autres. Et c'est comme ça qu'est né Médecins sans frontières. Ce qui est intéressant, c'est que ça avait été vraiment créé avec des journalistes et des médecins. Et là, je vous ai mis un extrait de Tonus, qui était un journal médical de l'époque, qui a énormément soutenu la création de Médecins sans frontières. Alors, on a une charte qui est la même pour tous les Médecins sans frontières, avec un certain nombre de principes et qu'on doit vraiment signer avant de s'engager, et donc qui insiste sur le fait qu'on traite tout le monde sans aucune discrimination, qu'on essaye vraiment de rester neutre, impartial, de respecter l'éthique médicale et de respecter notre indépendance, je vais vous en reparler tout à l'heure, et qu'on s'engage à accepter les risques, bien sûr, on essaye de les réduire, mais ils existent quand même. Alors, il y a eu énormément de missions MSF durant toutes ces années. Il y en a qui sont un peu emblématiques. Il y a vraiment des missions qui sont très en lien avec tous les conflits géopolitiques ou les grands événements qui se sont passés. Donc, dans les années 85, c'est l'Afghanistan, avec la guerre avec les Russes. L'Éthiopie, en 85, avec une famine énorme. Le Rwanda, le génocide du Rwanda en 1994, la guerre des Balkans, mais j'aurais pu vous montrer beaucoup plus de diapositives, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Et puis en 1999, on a eu la chance d'avoir le prix Nobel de la paix, ce qui a permis aussi de donner à MSF une ampleur et une assise, une reconnaissance importante.
Dans les années qui ont suivi, donc dans les grands thèmes, il y a eu vraiment les années VIH, c'est le début des années 2000 où pour la première fois on traite des patients sur un long terme. Et donc c'est aussi un grand changement dans l'organisation d'être capable de suivre des patients sur le long terme et de jouer aussi sur l'accès aux trithérapies avec d'autres acteurs pour les populations les plus défavorisées. Pas mal de catastrophes naturelles où on n'était pas très efficace, pour être très honnête, avant les années 2000. Parce qu'on arrivait soit toujours trop tard, soit on n'avait pas les moyens logistiques. On s'est amélioré, mais les 2 grosses catastrophes qu'il y a eu, c'est le tsunami en 2004 et le tremblement de terre à Haïti. La photo que vous voyez là sur Haïti, donc en haut à droite, c'était en fait notre hôpital. On était déjà présents, on avait un hôpital dédié aux brûlés. Et en fait, ce que vous voyez, c'est le 2e étage. Tout s'est effondré. Et puis des épidémies, beaucoup de types d'épidémies, soit la rougeole, la méningite, etc. Et surtout Ebola, qui implique quand même une façon de travailler très particulière, puisque c'est un haut degré de mortalité. Alors aujourd'hui, MSF, donc ça c'est MSF, pas que MSF France, c'est l'ensemble des sections MSF. C'est plus de 300 projets dans 72 pays que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse majorité sur l'Afrique. De toute façon, on est quand même dans les pays où il y a le plus de conflits ou le plus d'un manque d'accès aux soins. Et c'est une organisation internationale. Alors n'ayez pas peur, mais je voulais quand même vous montrer cette photo. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais juste très simplement, on a 6 centres opérationnels qui font vraiment les opérations, qui sont les sites historiques. La France, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, plus un récent qui vient d'ouvrir depuis longtemps, on s'y est attaché, qui est un centre africain, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc il y a ces 6 centres opérationnels, et après il y a plein de sections partenaires qui ont ouvert, qui font de la communication, qui font de la collecte, qui font du recrutement et qui nous aident. Et tout ça, ça fait quand même une myriade. Il y a un bureau international qui a un rôle de guidage, c'est pas le bureau international qui décide, mais tout ça pour vous dire qu'on est répartis de partout dans le monde avec aussi une myriade de structures. On a ce qu'on appelle des satellites, donc deux gros satellites qui sont les satellites MSF Logistique, qui est à Mérignac ici, mais pour les Belges c'est MSF Supply. On a Épicentre, c'est notre structure épidémiologique et de recherche. Le DNDi, qui est une structure qui a été créée pour stimuler la recherche et développement dans le cadre de maladies négligées. L'Access Campaign, elle a été créée en fait avec le fonds du prix Nobel. C'était au moment du VIH. C'est vraiment une structure qui permet de faire du plaidoyer pour essayer d'obtenir des traitements ou des diagnostics à moindre prix et favoriser l'accès. Et puis on a la fondation MSF qui porte des projets innovants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, voilà. Pardon. En clair, quelques chiffres de consultation pour vous montrer qu'on fait beaucoup de volume et que c'est quand même une de nos caractéristiques, c'est de faire du volume. Donc je vous dis ça parce qu'après, quand on fait moins de volume et plus de précision, il y a tout un passage qui doit se faire qui est quand même plus complexe. Mais vous voyez qu'on est sur plein de pathologies. Les 12 millions de consultations sont... Alors, le pictogramme est très mal indiqué parce que c'est sûrement pas des personnes âgées qu'on voit, mais c'est plutôt des enfants en grande majorité. Mais voilà, vous voyez, il y a des interventions chirurgicales, des accouchements, le traitement de VIH, TB, l'hépatite. Et ça, ce n'est que quelques types d'activités pour vous montrer un exemple. Alors, comment on fait tout ça? Eh bien, on a la chance d'être une organisation qui est financée par des dons privés à plus de 97%, que ce soit des dons de petits donateurs ou de très grands donateurs. Et donc, ça nous donne une grande liberté d'action, une grande indépendance et une force qui est vraiment très utile. Et aussi, vraiment, on est très reconnaissant envers tous ces donateurs qui nous aident à travailler comme ça. Et vous voyez qu'on arrive maintenant à un budget global tout MSF de 1,7 milliard d'euros
qui est quand même, ça donne un peu, je ne pense pas que les médecins qui ont créé ça en 1971 pourraient s'imaginer qu'aujourd'hui, et même moi, qui suis engagée depuis 20 ans, qui ai vu une croissance exponentielle, en particulier sur les 10 dernières années, je ne me serais pas attendue à ces volumes. Alors, en termes de personnes, donc, on a à peu près 38 000 employés nationaux dans les pays et 3 700 expatriés. Donc, on a 10% d'expatriés, 90% d'employés nationaux et environ 4 000 personnes qui travaillent dans les différents sièges de MSF et dans les différentes sections. On a tous les métiers. Au tout début, la mission MSF, c'était un médecin, une infirmière, un logisticien. Maintenant, c'est plein de métiers, de sous-métiers, de différentes choses. On a évidemment aussi des responsables de la sécurité, on a aussi beaucoup de juristes maintenant, parce qu'on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes contraintes qu'il y a quelques années. Donc c'est vraiment, et ça je le dis aussi, parce que très souvent on me dit « Ah, mais si on n'est pas médecin ou pas soignant, est-ce qu'on peut partir avec MSF ?» Oui, les soignants, ce n'est pas plus de 40% de l'ensemble des personnels de MSF. Différents types de programmes, donc ça c'est à l'échelle internationale aussi. Vous voyez que l'Afrique c'est 47%, mais pour les projets de MSF France, on est à plus de 60%. Et vous voyez sur la deuxième diapositive que le travail, soit dans les zones réellement de conflit, soit de grande instabilité interne, ça représente plus de la moitié des programmes. Donc quand même, un de nos ADN, c'est de travailler dans des zones dangereuses, dans des zones où il y a du conflit, au moins dans la moitié des cas, voire plus. Voilà, alors un monde en transition, comme ça faisait appel à beaucoup de choses, je me suis demandé finalement quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait réfléchir, qu'est-ce qui nous bloque, ou pas d'ailleurs, mais en fait c'est quoi le questionnement. Alors bien sûr, si on dit transition, on dit transition épidémiologique, donc avec un spectre de maladies à traiter qui a changé aussi. Tous les enjeux de sécurité, les migrations, parce qu'elles sont de plus en plus importantes, et comment on s'occupe de gens qui migrent, de gens qui sont en mouvement sur le chemin, les impacts du changement climatique, et puis aussi tout ce dont on peut profiter, donc les innovations technologiques, scientifiques et médicales. Alors, maladie transmissible, donc vous savez que c'est une grande cause de mortalité dans le monde, mais on estime que 77% selon l'OMS des décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires et 86% des décès prématurés, c'est-à-dire avant 70 ans. Donc là, on se retrouve quand même dans des pays qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas les structures, avec des décès liés à ces maladies, un impact extrêmement important. Bon, les 4 grandes catégories, c'est celles que vous connaissez, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires, le diabète. Et il y a un impact socio-économique majeur et qui est d'autant plus majeur qu'il survient dans des pays à faibles ou moyennes ressources. Et là, je voulais rappeler rapidement ce que paye en fait, plus on est dans un pays pauvre, plus les patients doivent payer de leur poche leur santé. Donc en rouge, c'est ce que le patient doit fournir pour ses soins. Et vous voyez que dans les pays à très haut revenu, cette proportion est... je ne sais pas si j'ai un pointeur, oui. Cette proportion est beaucoup plus faible que dans des pays les plus pauvres. Donc on a un double fardeau là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait à MSF ? On a toujours dans nos programmes eu des consultations, des gens qui sont hyper tendus, des choses comme ça, mais c'était pas vraiment très cadré, très formalisé, et on a eu vraiment un catalyseur qui a été la crise syrienne. Parce que la crise syrienne, on est venu avec ce qu'on savait faire, s'occuper des réfugiés, s'occuper des enfants, des femmes enceintes, faire de la chirurgie de guerre. Et puis finalement, il y a quand même un gros besoin, une grosse demande de maladies chroniques, c'est-à-dire de patients qui étaient diabétiques, qui avaient la tuberculose et qui se retrouvaient en rupture de traitement. Et je pense que ça a été un peu un choc pour les organisations médicales humanitaires de se dire que finalement, elles ne savaient pas vraiment y répondre de façon formalisée. Donc on a commencé à pas mal travailler dessus.
Et là, actuellement, on a plusieurs projets. C'est vraiment un sujet qu'on veut développer, formaliser, vraiment avancer là-dessus. Donc, on a des projets dédiés, où vraiment le programme est dédié à la prise de maladies chroniques. Donc, par exemple, dans le camp de réfugiés des Rohingyas au Bangladesh, on a vraiment une cohorte de diabétiques. Aux Philippines, c'est hypertension, diabète. Et à Monrovia, au Libéria, on a un très gros projet de santé mentale qui inclut non seulement les maladies psychiatriques, les problèmes psychologiques, mais aussi l'épilepsie. Et donc, il y a un des premiers projets qu'on a vraiment dédié aux maladies. Voilà. Et puis, ce qu'on veut maintenant vraiment développer, c'est dans tous les projets intégrés, les projets de pédiatrie, par exemple, maintenant, au sein des patients qu'on reçoit, on a aussi des maladies chroniques et comment on prend en charge ces enfants ou même ces adultes sans forcément faire un projet dédié. Vous voyez qu'entre 2019 et 2021, le nombre de consultations a beaucoup augmenté, sachant qu'on est devenu aussi meilleur dans le recueil de données. Donc c'est à ne pas prendre à la lettre, mais simplement on sait quand même qu'on est beaucoup plus investi qu'on l'était. Et vous voyez que le Moyen-Orient, de façon tout à fait logique, est un gros pourvoyeur de maladies chroniques, puisqu'il a déjà fait sa transition épidémiologique. Et voilà. Un autre sujet qui sont les cancers, où on a décidé il y a 3 ans d'essayer de faire des actions dans le cadre du cancer, pas seulement en termes de prévention ou de dépistage, mais aussi de traitement. Donc les cancers, quand on regarde la carte de la répartition mondiale, en bleu clair, c'est les zones où il y a les plus faibles taux d'incidence. On se dit finalement, par exemple en Afrique subsaharienne, ce n'est pas vraiment un problème. On sait que c'est un problème dans la mesure où il n'y a pas d'accès aux soins. Donc qui dit pas d'accès aux soins, dit pas de patients et pas de recueil de données. Quand il y a des recueils de données, ils ne sont pas forcément de qualité. Donc on sait qu'il y a une sous-estimation importante. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que dans les prévisions de l'OMS, du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer, on sait que ce nombre de cancers, en particulier en Afrique, va doubler sur 20 ans. Donc on sait qu'il va y avoir, et ça c'est uniquement basé sur les chiffres de croissance démographique, sans tenir compte des autres facteurs qui peuvent influer. Puis le troisième élément important, c'est qu'on voit bien sur l'histogramme les différences entre le taux d'incidence et la mortalité. On voit que dans les pays les plus pauvres, en bas de l'histogramme, la mortalité est quasiment identique à l'incidence. Voilà. Donc c'est aussi pourquoi on a décidé de se lancer en se disant qu'on normalement devrait avoir une assise suffisante. Alors aujourd'hui, on a 2 projets, un au Malawi, qui est un petit pays. Donc j'ai un pointeur, là, on voit ça quand je pointe, non, hein. Bon, c'est pas très grave. Donc le Malawi, c'est ce tout petit pays là, bon bref, ici, voilà, en dessous de la Tanzanie, entre la Zambie et le Mozambique, qui est en fait un pays à très haute prévalence VIH, et comme tous les pays à très haute prévalence VIH, a une très haute prévalence de cancer du col de l'utérus, donc de façon tout à fait naturelle. Et comme beaucoup d'organisations, on est passé en fait de la prise en charge des patients VIH aux patientes qui développaient un cancer de l'utérus. Et au Mali, notre projet est consacré au cancer du sein et au cancer de l'utérus. Je vous ai mis aussi les top 5 des cancers qui montrent bien, en fonction des pays, qui montrent bien que l'épidémiologie n'est pas la même selon qu'on est dans un terrain très VIH ou pas, puisque le Mali, finalement, a peu de cancers liés au VIH, comme le col de l'utérus ou certains lymphomes, ou le sarcome de Kaposi, bien entendu. Alors là, ce n'est pas pour que vous regardiez en détail, mais sachez qu'on essaye dans les 2 projets d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire d'aller du dépistage, de la prévention, dépistage, jusqu'au traitement incluant bien entendu les soins palliatifs, qu'on essaye de faire ça aussi évidemment avec d'autres acteurs, mais que dans le cancer, on ne peut pas faire du cancer sans que tous les éléments du puzzle, le dépistage, la NAPAT, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie soient mis en place. Donc c'est extrêmement complexe, mais c'est des sujets sur lesquels on avance.
Les constatations, c'est que dans les deux pays, c'est entre 80 et 90% des femmes qui arrivent à des stades avancés, très avancés. Que donc nos deux grands objectifs initiaux, c'était d'une part vraiment travailler sur prévention, dépistage. Donc on est très investi dans la vaccination HPV au Malawi et dans le dépistage. Qu'on a un camion de dépistage, par exemple, hein, on est dans les centres de santé, mais qui circule dans les différents districts et les campagnes pour sensibiliser et faire du dépistage du cancer du col. Et puis la deuxième urgence, en fait, c'était les soins palliatifs, parce qu'on se retrouvait avec des gens qui n'avaient pas d'accès au traitement antidouleur, présentaient des tumeurs très évoluées, des métastases osseuses et mouraient dans des conditions juste atroces. Donc on a beaucoup développé les soins palliatifs, que ce soit Mali ou Malawi, en interne dans une structure avec des consultations, mais également à domicile. Voilà, et puis il y a quand même une notion dont je voulais parler, c'était les soins de plaie tumorale, parce que c'est des tumeurs extrêmement avancées. Donc on se retrouve par exemple avec des femmes qui ont un cancer du sein et une tumeur énorme. Ces tumeurs, elles ont des risques infectieux, hémorragiques, mais surtout elles dégagent une odeur insupportable, ce qui fait que très souvent, elles sont mises à part de la famille, de la communauté. Et non seulement elles ont cette maladie, mais en plus, elles sont complètement ostracisées. Et on a conduit un partenariat avec l'Institut Curie, avec l'unité plaie et cicatrisation, où on teste actuellement un pansement à la cannelle et au charbon. Je vous donne ces petits détails, mais pour vous dire que c'est parfois des petites choses qui a l'air d'être très efficaces pour lutter contre ces odeurs. Et puis, voilà, ça je vous montre une photo d'Octobre Rose qu'on a fait au Mali, qui a été un grand succès en 2021 et qu'on espère pouvoir poursuivre. Alors, les enjeux, pour nous en tout cas, Médecins sans frontières, un peu pour tout le monde, mais aussi pour une organisation qui est traditionnellement une organisation urgentiste, qui est donc avec des gens qui ont l'habitude de penser en termes d'urgence, qui ont l'habitude de penser en temps court. C'est vraiment un enjeu de savoir comment on se projette dans le long terme, comment on fait en sorte qu'une fois que nos projets sont finis, ils perdurent. Et ça, c'est un vrai problème qu'on n'a pas résolu, mais sur lequel on travaille. C'est aussi, on a l'habitude, comme beaucoup d'organisations d'urgence, de travailler très en autonomie, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos moyens, nos ressources, on embauche nos personnels, etc. C'est clair que quand on prend en charge des cohortes de diabète ou du cancer, il faut absolument travailler avec d'autres acteurs. Et c'est une volonté, mais ce n'est pas toujours facile à faire sur le terrain. Et puis le gros enjeu de l'accès aux diagnostics et aux médicaments, je rajoute toujours diagnostic parce qu'on se focalise beaucoup sur l'accès aux médicaments. Par exemple, dans le cancer, il y a quand même certaines initiatives qui commencent à exister avec la Clinton Foundation, qui est l'American Cancer Society, qui ont permis de réduire le prix de certaines chimiothérapies de base vraiment à des taux tout à fait concurrentiels. Mais en fait, jamais personne ne pense au diagnostic. Et donc, très souvent, on a les médicaments disponibles, mais les gens ne peuvent pas se payer soit le prélèvement histopathologique, soit le scanner ou autre. Donc, le diagnostic, pour nous, ça reste vraiment un enjeu sur lequel on veut absolument s'investir. Voilà, je vais passer plutôt maintenant au problème de sécurité, en fait. Donc, MSF a toujours travaillé dans quand même des zones de conflit, dans des zones de guerre. Donc, on est habitué à ça. Mais après, les choses changent. Je vous montre juste deux exemples. Là, c'est le Sahel. Et vous avez en bleu, en gris et en beige, en fait, la présence de groupes, qu'on appelle des organisations non étatiques, très poliment, pour dire en fait des organisations souvent islamistes, djihadistes, voilà, et qui montrent à quel point des pays dans lesquels on travaille extrêmement facilement, sans aucun problème de sécurité, comme le Mali, le Burkina, le Niger, sont devenus des zones où on peut très peu aller, en fait. Et ça, c'est quand même un grand changement parce que même quand on travaille dans des zones en conflit, on n'avait pas vraiment cette incapacité d'y être. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets dans certaines de ces zones,
Mais ça demande une négociation et ça demande voilà, une façon de travailler un peu différente que je vais vous montrer. Je fais un focus sur le Burkina pour montrer donc la présence de Al-Qaïda au Burkina. Et vous avez dans le petit schéma à droite, c'est la présence de l'État islamique. Donc ça veut dire que finalement, toute cette partie orange plus ce petit bout vert là, c'est des zones où on ne peut pas aller. Voilà. On peut travailler avec des gens localement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais en tant qu'expatrié, en tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas aller. Et voilà, c'est juste pour se rendre compte quand même de la situation. Et puis un deuxième exemple, c'est Haïti. Alors c'est autre chose. Haïti, c'est la guerre des gangs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est donc c'est à Port-au-Prince, hein, essentiellement. Nous, on a une activité à Port-au-Prince avec un hôpital de traumato et un hôpital Grand Brûlé. Et je pense que c'est un des contextes les plus dangereux dans lequel on travaille aujourd'hui, en fait. C'est une guerre sans merci. Il y a beaucoup de kidnapping. Nos employés nationaux, qui sont considérés comme ayant quand même un salaire, et donc finalement, même voilà, une aide-soignante, un infirmier, sont l'objet de kidnapping ou de kidnapping sur leur famille. Donc pendant des mois, on a dû organiser des transports pour aller les chercher chez eux, les ramener, ou faire en sorte qu'ils dorment sur l'hôpital avec des shifts un peu différents. On négocie avec ces gangs, mais on est à la merci de rien. Donc il y a quand même beaucoup de morts. Il y a voilà, une instabilité politique énorme, avec finalement aucun recours. Il n'y a pas de recours pour l'instant à un gouvernement qui est très affaibli. Et voilà. Donc, et notre présence, elle est plus qu'indispensable parce qu'on a énormément de blessés par balles, de blessés par arme blanche. Donc c'est vraiment un endroit aussi où on doit être. Alors comment on fait ? Eh bien déjà, il y a tout un travail quand on est dans des zones comme ça de contact à faire avec les gouvernements quand il y en a, mais aussi avec les communautés, les autorités traditionnelles, les groupes non étatiques, donc les groupes, certains dits terroristes en tout cas, il faut aller discuter avec eux voilà, sachant que la sécurité c'est jamais du 100%, donc on n'est jamais sûr des choses. On doit respecter un certain nombre d'éléments sur les profils des travailleurs. Si on est dans un pays qui refuse qu'il y ait des femmes, on n'en citait qu'un, ça va être compliqué d'envoyer des femmes expatriées travailler. Hein. Donc on pense à l'Afghanistan, là, en ce moment, on va en parler ce soir au conseil d'administration, qui ne souhaite plus avoir de femmes dans les ONG. Enfin, chez eux et / dans les ONG. On aimerait bien ne pas faire de discrimination dans notre personnel envoyé sur le terrain, savoir si les gens sont musulmans, s'ils ne sont pas musulmans, mais on sait qu'il vaut mieux envoyer un de nos staffs musulmans dans des zones radicales comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment bien éthique aussi ? Alors évidemment, on n'envoie pas les gens comme ça, hein. Tout se fait avec le consentement, on discute, on pèse le pour et le contre. Mais donc ce côté de profiler sur les travailleurs humanitaires, c'est une vraie question voilà, qui est assez importante. Après, on essaye de mettre en place des mesures de protection du personnel et des patients. Je vous ai donné l'exemple de Haïti. Comment on peut protéger les soignants ? On a des guides sécurité. Alors, un guide de sécurité, c'est quelque chose qui se met à jour, qui sont les règles qu'on va avoir dans une mission. Par exemple, il y a un couvre-feu. À 6 heures, il faut que tout le monde soit rentré, ou interdit de se déplacer à pied. Ou voilà, c'est un certain nombre de choses que le chef de mission et le responsable de la sécurité disent et auxquelles il faut absolument se conformer. Mais il y a quand même des éléments, même s'ils ne sont pas du tout parfaits, qui restent quand même des gages de protection. C'est la qualité des interventions de secours qu'on va réaliser. C'est-à-dire que là, à Haïti, on voit bien que les gangs commencent à dire « Ah, mais Médecins sans frontières, vous travaillez bien. Ah, Médecins sans frontières, vous avez pris un de nos combattants. » Et donc ça, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas on soigne des rebelles, pas des rebelles, on soigne un patient. On ne veut même pas savoir. Évidemment, on le sait, mais on ne veut pas savoir. Donc, vraiment garder cette ligne de conduite. Et puis l'autre chose, c'est l'indépendance financière. Et là, le bon exemple, c'est le Mali, qui ne souhaite plus qu'il y ait des ONG françaises.
L'Agence française de développement a complètement coupé les fonds, etc. Nous, MSF, on peut dire, écoutez, nous, on ne dépend d'aucun financement de gouvernement et pas du français. Alors, voilà. Donc, et ça marche quand même. Les gens l'ont entendu. Donc, pour l'instant, on est là, au Mali, on verra ce qui se passe, mais ça fait partie un peu des éléments qui permettent... voilà. Troisième sujet, les migrations. Alors, bon, les migrations, je vous ai mis ça, mais vous regarderez en détail. Mais c'est très clairement en augmentation. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les réfugiés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien depuis longtemps avec des camps de réfugiés, sachant que des derniers conflits, on n'a pas forcément des camps massifs, par exemple, au moment de la guerre de Syrie. Vous savez que beaucoup de réfugiés ont immigré au Liban. Ce n'est pas des grands camps où on avait l'habitude de venir, de prendre en charge. Ils viennent dans des familles, donc l'accès aux soins est quand même plus difficile. Il y a les déplacés internes, pour tout un tas de raisons qui doivent se déplacer dans leur propre pays. Et puis il y a les migrants au sens, les gens qui sont en mouvement sur la route et sur lequel je vais un peu me focaliser. Les facteurs de migration, donc c'est les conflits. Aujourd'hui, les gros conflits qui sont vraiment source de migration, c'est Syrie, Yémen, République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. C'est tout ce qui est conditions socio-économiques, pauvreté, instabilité politique, le Venezuela, par exemple, en particulier. Les changements climatiques, on y reviendra, qui sont source de déplacement, sécheresse. Quand il y a une grande sécheresse dans un endroit, les cultivateurs, ils vont peut-être se déplacer pour aller dans un autre endroit, ce qui ne va pas forcément plaire aux nomades qui sont là, ce qui peut engendrer des conflits. Donc, juste pour vous dire que tout est intriqué et intimement lié. Et puis, les gens qui sont effectivement victimes d'exactions ou de persécutions dans leur pays. Je voulais vous montrer un exemple des migrations au niveau des États-Unis pour relever une chose. Donc, vous voyez que les pays d'où partent les migrants sont essentiellement la Colombie et le Venezuela. Le Venezuela, c'est vraiment pour des conditions socio-économiques. Et que si les gens essayent en général de migrer dans des pays plus riches, déjà, ils ont du mal à y arriver. Et donc, on a quand même des phénomènes où les migrations vont se faire aussi vers des pays qui sont, on dira, à moyennes ressources. Par exemple, beaucoup de Vénézuéliens au Pérou. Pérou commence à dire qu'il ne peut plus vraiment assumer cette charge. Donc c'est aussi ça un phénomène, c'est-à-dire que certains pays qui ne sont quand même pas dans des niveaux socio-économiques importants vont devoir aussi prendre cette charge de migration. Et là, vous voyez que c'est vraiment en augmentation depuis des années. Alors les migrants, les personnes en mouvement, c'est des populations extrêmement vulnérables. En règle générale, tout au long de la route, elles subissent des maltraitances, des violences, quand ce n'est pas des tortures. Il y a des politiques d'immigration de passage de plus en plus restrictives, donc les gens se retrouvent dans des nasses, ils se retrouvent à la merci de bandits, en fait, qui les extorquent les fonds. Et d'un point de vue médical, secours, c'est un suivi de soins complexe. Si une de ces personnes a, par exemple, une maladie chronique, comment on le suit ? Comment on arrive à le suivre ? Ça, c'est un vrai souci. Il faut, quand ils arrivent dans un pays, arriver à travailler selon le système existant du pays pour ces personnes. Et en fait, finalement, le rôle d'une action humaine, d'une ONG humanitaire, c'est plutôt un peu de combler les gaps du système. Et donc, pour décrire un peu quelles actions on fait, puis après, je vous parlerai de la mission France, justement, pour vous montrer un peu. Donc, en termes d'assistance médicale, il y a des gros besoins de santé mentale. Ça, c'est sûr, avec tous les stress auxquels sont soumis ces personnes. Après, il y a des aspects un peu prévention des risques, du VIH, santé reproductive et sexuelle. On peut avoir des maladies comme par exemple la tuberculose. On a pas mal de maladies aussi liées à la promiscuité, en particulier la gale, c'est assez fréquent. On peut avoir des choses très spécifiques, par exemple les migrants qui étaient dans des bateaux, qui séjournaient dans des embarcations de fortune
il y avait souvent de l'échappement d'essence avec une macération dans l'eau, donc ça donnait des lésions cutanées avec des soins importants à faire. Donc il faut aussi s'adapter aux différentes choses. Et puis l'assistance non médicale qui est primordiale, hein, parce que je pense qu'elle est même beaucoup plus importante. Donc déjà, c'est l'abri, l'accès à l'eau, la nourriture, les actions de sauvetage en mer, la partie vraiment de communication, de plaidoyer pour essayer de jouer de réduire ça, si tant est qu'on peut. Et puis surtout, c'est vraiment le gros sujet, moi, je trouve, c'est l'assistance juridique et administrative. Parce que même quand on est dans un pays comme la France, qui a quand même des opportunités pour soigner les gens, ben, c'est toujours extrêmement compliqué de pouvoir accompagner les gens, d'attendre les papiers pour les soins. Donc nous, notre mission France, alors Médecins du Monde a énormément développé ses missions, hein, beaucoup plus que nous. Ils ont une expertise très importante. Nous, on a une mission qui est assez modeste, mais dans laquelle on pense que c'est quand même très important d'y être. On travaille évidemment en partenariat avec plein d'associations, dont Médecins du Monde. Et ce qu'on a aujourd'hui, on a un centre d'accueil de jour à Pantin, dont on s'est vraiment focalisé sur les mineurs non accompagnés. Donc on a un centre d'accueil de jour à Pantin qui accueille des jeunes. On a des foyers d'accueil, donc là où les gens peuvent passer la nuit, dont un qui est réservé aux jeunes filles. Là aussi c'est un problème de mixer les jeunes filles. Quelques hébergements en trêve hivernale, vous voyez qu'on en a eu un à Bordeaux aussi il y a quelques temps. Et puis on a fait une réponse au Covid en 2020-2021 auprès des populations précaires, des soins hospitaliers et puis une action dans les EHPAD. Réchauffement climatique, quelques mots. Bon, réchauffement climatique, ça engendre tout un tas de choses qui ont une répercussion potentielle sur la santé. Ce que nous, on voit, c'est que c'est l'augmentation potentielle des crises, des conflits. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand il y a sécheresse et qu'il y a une guerre entre cultivateurs et éleveurs, des déplacements de population, la malnutrition, parce qu'il y a un gros problème quand même d'insécurité alimentaire. On est en train, nous, de revoir des pics de malnutrition, mais énormes, en particulier au Nigeria. Les maladies transmissibles par l'eau, premier desquelles le choléra, et puis probablement les maladies transmises par un certain nombre d'insectes, dont le paludisme. Et ça, très clairement, on sait que le réchauffement climatique, ça va creuser les inégalités, que c'est les pays les plus pauvres qui vont probablement subir les plus grosses conséquences, et que les besoins humanitaires vont augmenter. Là, je vous ai mis un petit éditorial fait par des collègues de MSF Espagne qui essayent de recenser, de faire le point. Finalement, c'est quoi le lien avec les missions humanitaires? Donc finalement, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est de continuer à être présent dans ces différentes actions. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus, ou en tout cas on essaye de le faire dans l'anticipation, donc aussi travailler avec des personnes qui font des modèles sur des inondations, des catastrophes naturelles par exemple, ou des modèles sur l'évolution des pics de paludisme pour essayer de faire. Et puis après, c'est les réponses qu'on a l'habitude de faire. Et puis la deuxième action, c'est de réduire notre impact environnemental en tant qu'organisation médicale. Donc on s'est engagé, je ne sais pas si on y arrivera, à réduire notre empreinte carbone de 50% d'ici 2030. Je vous ai mis là un diagramme qui est un peu le bilan qui a été fait de où est notre empreinte carbone actuellement. Et vous voyez que la majorité est sur les achats et une partie des déplacements. Alors les achats, c'est parce que quand on achète à des fournisseurs, quand on achète à des entreprises pharmaceutiques, on récupère en fait l'empreinte carbone de ces entreprises. Donc on a un gros travail avec une feuille de route actuellement qui est déclinée dans tous les départements de MSF pour voir comment, sur chaque étape, on peut diminuer l'empreinte carbone. Donc nous, en tant que département médical, c'est de vérifier si nos fournisseurs ont des critères de qualité empreinte carbone. C'est peut-être de mieux améliorer, de faire des meilleures prévisions pour qu'il n'y ait pas des stocks dormants. C'est plus utiliser le bateau que l'avion pour acheminer les produits, mais ça veut dire qu'il faut qu'on gère mieux au terrain notre approvisionnement, etc. Tout un tas de choses. Alors, les avancées médicales et technologiques, voilà, moi je pense que c'est pour un peu terminer sur une note d'espoir. Il y a quand même plein de choses, à mon avis, qui vont faire que
on va pas pouvoir pratiquer des soins et la médecine un peu différemment. On a quand même l'essor des tests diagnostiques rapides que nous, on utilise depuis les premiers tests PALU. Ça fait plus de 15 ans, 17 ans. Moi, j'ai vraiment vu l'avant et l'après. Donc, c'est quand même extraordinaire. Ça existe pour plein de maladies. Vous l'avez découvert au moment du Covid. Mais je pense qu'il y a une amélioration incroyable. La télémédecine, dans toutes ses dimensions, que ce soit la téléexpertise, la télépathologie, la téléradiologie, qu'on va utiliser de plus en plus. Alors, les imprimantes 3D, je vous ai montré 2 photos du projet de Haman en Jordanie, qui est un programme de reconstruction de blessés de guerre froid, pour lequel les prothèses sont fabriquées par imprimante 3D. Donc, les prothèses de main, on fabrique aussi des outils adaptés au travail des gens. Et puis, vous voyez sur la deuxième photo, ce sont des masques pour les patients brûlés, pour aider les chirurgiens après. Je ne connais pas tous les détails, mais il y a des chirurgiens qui pourront répondre. Et puis l'intelligence artificielle, je pense que c'est quand même, voilà, il y a des exemples très simples. La mammographie, maintenant il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui sont quand même très performants. On sait qu'en Afrique subsaharienne, on n'aura jamais assez de radiologues pour interpréter. On peut faire des algorithmes et permettre d'améliorer. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose de très important. On a un projet, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je pourrais répondre aux questions. La recherche, très important. Je vous ai mis quelques publications des dernières années, mais des publications dans des grands journaux. Donc, le New England Journal of Medicine, le Lancet, mais on en a plein d'autres, pour vous montrer quand même, donc avec Épicentre, mais les équipes MSF, sur différents sujets, que ce soit la fièvre jaune, les morsures de serpent, la tuberculose, l'Ebola. Donc, alors, je vous ai mis les meilleurs, il y en a bien sûr, mais c'était pour dire quand même que, voilà, tout ça, c'est souvent fait d'ailleurs avec des partenaires académiques, et c'est quelque chose qu'on veut vraiment continuer à pousser. J'en ai pour 1 minute. Je ne voulais pas terminer sans vous parler de MSF logistique, puisque nous sommes à Bordeaux, et que moi, en tant que médecin, je suis extrêmement admirative de la logistique humanitaire, de la logistique de MSF. On a maintenant une centrale d'achat MSF Logistique qui est énorme, qui gère des flux énormes. Vous voyez qu'on a plus de 14 000 références de produits. Et pour vous donner un peu un exemple très concret, lors du tremblement de terre de Haïti, je vous ai montré notre hôpital complètement détruit. Donc on a commencé par s'occuper des personnes dans la rue. Puis après, quand même, pour que les chirurgiens puissent un peu opérer, on a mis des bâches dessus. Et puis on a trouvé un container. Et puis, la logistique humanitaire s'est boostée et on a construit un hôpital gonflable en l'espace de très peu de temps et qui a permis là d'opérer les gens dans des très bonnes conditions, avec l'air climatisé, avec tout ce qu'il fallait. Voilà, et je vais terminer par une affiche qui était une affiche publicitaire de MSF dans les années 70 qui personnellement m'a inspirée et m'a fait rêver à cette époque-là. Donc, il disait 2 milliards d'hommes dans la salle d'attente. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup, malheureusement. Et je vous remercie de votre attention.